de sens. Une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Marie-Ange de Montesquieu. Beauvau recense chaque jour à peu près 1 millier d'agressions, 1500 actes de vandalisme, 600 cambriolages et une attaque avec arme par heure. Entre les agressions sexuelles dans les transports, dans la rue, les raquettes, les harcèlements sur les réseaux ou dans les cours de récré, il y a vraiment de quoi mourir de peur pour nous et pour nos enfants. Il est loin, évidemment, le temps où on laissait les enfants aller jouer au ballon en bas dans la rue ou aller tout simplement à l'école seuls chaque matin. Alors voilà, faut-il apprendre à nos enfants à se défendre dans la rue? Question que je vais poser à mes 3 experts dans cette émission Enquête de sens que j'ai la joie évidemment d'animer chaque jour, et j'ai la joie de vous recevoir tous les 3 ce soir. Alexandre Chivot, bienvenue. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors rapprochez-vous bien de votre micro, vous êtes président du club de Krav Maga à Arcueil. Vous pratiquez ce quoi? C'est un sport, une discipline, les deux? C'est une méthode de self-défense. C'est une méthode de self-défense depuis 16 ans maintenant. Donc vous êtes un peu... Je pratique depuis 16 ans, voilà. Et j'enseigne depuis 10 ans. Et vous avez la ceinture noire, comment ça ceinture noire. Ceinture noire, c'est ça? Exactement. Okay. Bravo. Et vous enseignez depuis 10 ans aux enfants en particulier, c'est ça? Depuis 10 ans aux enfants, et j'enseigne aussi aux adultes depuis 10 ans et aux enfants depuis 8-9 ans, quasiment. Voilà. Pourquoi aux enfants depuis pourquoi aux enfants? Ça s'est fait comme ça. On s'est dit, allez, on va ouvrir un créneau pour les enfants. Les autres disciplines le font. Nous, on ne le faisait pas, donc on s'est dit, allez, c'est parti. Et on a été un des premiers clubs en France à ouvrir un cours de Krav Maga pour les enfants. Et ça, très bien marché. C'est-à-dire que tout de suite, ça a attiré énormément d'enfants. Ça a attiré beaucoup d'enfants, une trentaine, quarantaine d'enfants par créneau la première année, et ensuite ça a monté. Incroyable. Et ça a pris dans tous les clubs, parisiens. Ouais. En France aussi, et en Europe, parce qu'on est présent, c'est une fédération européenne. Et donc en fait, ça, comment dire. Parmi les enfants, il y a de plus en plus de filles aussi. Il y a beaucoup. C'est assez mixte. On va se retrouver avec 50% de. D'accord. Il n'y a pas forcément. Filles, voilà. Et en fait, ça s'est vraiment développé à tel point qu'aujourd'hui, il y a plus d'enfants que d'adultes en cours. Alors, je pose la question à évidemment Robert Martin qui est avec nous. Bonjour Robert, bienvenue dans cette émission. Je suis ravie de vous recevoir. De même. Vous êtes. Alors, comment vous présentez? Parce que. Alors, vous êtes un ancien enquêteur de police, vous êtes devenu magnétiseur aujourd'hui, vous êtes thérapeute, vous avez publié votre parcours de vie. Dans cet ouvrage, tout ce qui est écrit dans ce livre est vrai. Flic guérisseur. Qu'est-ce que c'est qu'un flic guérisseur, Robert Martin? C'est d'abord un guérisseur qui est devenu flic, et ensuite de flic guérisseur, je suis redevenu guérisseur. Voilà. La boucle est bouclée. Voilà, la boucle est bouclée. Qu'est-ce que c'est? C'est... La vie m'a doté de capacités qui, visiblement, je peux soulager des diverses et différents mots, M-A-U-X, et je l'ai pratiqué tout en étant flic. J'ai fait 35 ans de police judiciaire à Paris, au 36 quai des Orfèvres. Chef de cabinet de la police, quand même, précisons-le. J'ai terminé chef de cabinet du directeur général de la police nationale, Frédéric Lechner, oui, tout à fait. Bravo. C'est un beau parcours, je le reconnais. Et voilà, donc j'ai traversé toutes les épreuves de la police et tout un parcours relativement riche au sein du 36, en passant par la plupart des services, si ce n'est la brigade de lutte contre les stupéfiants. Alors, donc, un joli parcours. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit chez nous. Ben voilà, là où il y a du flic, il y a de la fliquerie. Enfin, je veux dire que dans toutes les institutions, vous n'êtes pas arrivé là-haut par hasard, à ce niveau-là, par hasard, on l'imagine bien. On va en parler certainement dans l'émission aussi. Mais on va parler aussi de cette violence. Moi, j'ai une question pour, évidemment, aussi, que je vais poser dans un instant à Jérôme Palazzolo en ligne avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour monsieur, vous êtes médecin psychiatre, psychothérapeute, professeur de psychologie clinique et médicale, auteur et conférencier. Votre dernier ouvrage, Petit traité de self-défense psychologique, rien que cela, comment gérer l'agressivité, paru chez Odile Jacob. Alors effectivement, question que j'ai envie de vous poser à tous les 3 en ce début d'émission, est-ce que c'est une lubie? Est-ce que c'est parce qu'on en parle beaucoup plus qu'avant? Est-ce qu'il y a réellement plus de violence dans les rues? Messieurs, qui veut commencer à parler? Jérôme Palazzolo au téléphone avec nous. Veut-il répondre à cette question? Eh bien, avec plaisir. En fait, si vous voulez, au niveau de la violence, je ne saurais pas dire si vraiment il y a beaucoup plus de violence aujourd'hui qu'auparavant, mais en tout cas, elle est nettement plus médiatisée. Ça, c'est un point évident.
C'est-à-dire que par rapport aux réseaux sociaux, par rapport aux informations, par rapport aux chaînes d'information continue, on s'aperçoit que effectivement la violence est beaucoup plus médiatisée et quelque part elle fait beaucoup plus peur qu'auparavant, je pense. C'est ça. Alors je vous avoue que ça me rassure déjà de vous entendre dire ça, parce que j'ai une petite fille de 3 ans et demi, comme les auditeurs le savent, puisque je lui en raconte tous les jours ma vie. Mais est-ce que vous partagez ce point de vue, Robert Martin et Alexandre Chivot? Robert Martin, est-ce que c'est vrai, l'ancien flic? Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, à savoir que la violence a toujours été présente dans notre société, elle est toujours présente, si ce n'est qu'à l'heure actuelle, on monte en épingle, on fait croire que la société n'est que violence. Il y a de la violence dans la société, il ne faut pas le nier, mais cette violence n'est pas que violence. La société n'est pas que violence, pardon. La société fait autre chose aussi, apporte du bien-être, apporte autre chose. Et c'est sûr que ce sentiment d'insécurité, ce sentiment de violence est mis en exergue par certains et continue à monter. Et c'est vrai qu'il est courant de voir sur les réseaux sociaux que je ne fréquente pas qu'il y a énormément d'images de violence. Oui, tout à fait. Et aussi de messages d'insécurité. Alors maintenant, c'est même par quartier. Vous voyez, moi, j'habite en banlieue parisienne. Et dans mon quartier, alors avant, il n'y avait rien. On ne savait pas. À le moins même la suspicion. Oui, il y a un monsieur bizarre qui rôde. Non, j'ai quand même eu, je vous promets, c'est vrai. Il y a un monsieur qui rôde dans ce quartier. C'était pas comme ça avant. Attention à vos enfants. Comment, le matin, on peut se réveiller en étant calme et apaisé et serein? Du coup, on va voir des magnétiseurs. Bon, bref, je vais pas faire l'émission toute seule, mais Alexandre Chivot, c'est quelque chose qui remonte à vos oreilles. Ces parents qui inscrivent leurs enfants qui sont complètement parano et tétanisés, quoi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une vraie impression de montée de violence, alors que c'est pas forcément le cas. D'accord. Je suis d'accord. Après, je suis pas spécialiste, mais il y a des statistiques qui le montrent. Il y a effectivement un peu plus d'agressions parce qu'on est peut-être plus nombreux. Il y a les gens sortent plus, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a pas vraiment de. C'est une impression. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on est bombardé de. Mais c'est hallucinant. Et en plus, on montre les images. C'est-à-dire qu'on voit des attaques au couteau, on voit ce genre de choses qu'on voyait pas avant. Ouais. Donc c'est vrai il y avait la radio, la télé, on n'avait pas plus de. Le fait est raconté. Tout est raconté, et puis en plus dans le détail avec les témoignages. Ça fait de l'audimat, ça fait des choses comme ça, et effectivement, ça crée un sentiment d'insécurité, et les parents viennent nous voir, alors, spécifiquement pour leurs enfants, parce qu'ils ont cet écho d'insécurité, et ils disent je veux que mes enfants apprennent à se défendre. Est-ce que tout se joue, pour commencer, dans la tête? Jérôme Palazzolo, c'est un peu votre spécialité, vous voyez, tous ces parents. Alors moi, je ne sais pas encore, ma fille est en maternelle, mais peut-être je la laisserai pas, peut-être je la laisserai aller à l'école le matin, je sais pas, 8-9 ans, etc. Bon, est-ce qu'on a tort d'être complètement tétanisé et de tout contrôler, des espèces de parents devenus hélicoptères, comme vous le savez, ce mot existe maintenant, ou alors on se fait des films, ou alors est-ce qu'on a raison quand même d'être prudent dans les villes, par exemple? Non, je pense qu'on a raison d'être prudent. Après, je ne suis pas certain, par exemple, par rapport à votre première question, qu'au Moyen-Âge, la société était moins violente. Donc, effectivement, je pense qu'on a raison d'être en prévention. Je pense que c'est important, surtout si on a des enfants, de savoir un petit peu ce qu'il en est, à quoi ils vont s'exposer. Mais globalement, l'objectif, c'est de ne pas tomber dans un domaine qui relèverait presque de la paranoïa. C'est-à-dire que, concrètement, il y a aussi une mode qui se crée par rapport à des sports de combat, par rapport à tous les sports de MMA, la violence qu'on peut avoir au quotidien sur les écrans. Et le but, c'est de ne pas tomber systématiquement dans le fait de dire « Oh là là, celui-là, il m'a regardé mal, il m'a regardé de travers, il m'en veut, il va m'attaquer » ou quoi que ce soit. Je pense que le but, c'est d'être dans une certaine souplesse cognitive, c'est-à-dire de s'adapter au maximum à l'environnement, d'essayer de rester vigilant, de ne pas tomber dans une paranoïa, mais de rester globalement sur ses gardes. C'est sûr que si vous vous baladez à 4 heures du matin dans certains quartiers chauds de votre ville, effectivement, vous serez peut-être plus vigilant que si vous vous baladez à midi dans un quartier plutôt bourgeois. Donc c'est aussi un élément important, et cette notion justement de vigilance est un point au niveau psychologique qui est très important à avoir.
effectivement, est-ce que parce que là, c'est aussi très psychologique, c'est ce que vous avez fait dans la police, et puis là maintenant encore plus, on sait à quel point la peur est quelque chose qui peut nous faire faire le pire comme le meilleur. Robert, on est d'accord avec ça ou pas? D'accord. Pour revenir sur la vigilance, c'est vrai que tout petit, même nous qui sommes déjà un peu plus âgés, on nous mettait en garde. Il y avait une forme de vigilance de la part de nos parents. Cette vigilance, il faut continuer à la pratiquer. Il faut la pratiquer sans excès. Il faut indiquer aux enfants les endroits où tu évites de passer là, où tu évites, ou rentre directement, ou leur donner de simples conseils. La prévention, la vigilance, c'est déjà faire baisser le niveau d'insécurité. Dès l'instant où on est vigilant, qu'on observe, que l'enfant sait où il en est, qu'il connaît son quartier, qu'il sait qu'il y a la boulangère qui est là, que tel... C'est vrai, leur donner des réflexes aussi. Leur donner des réflexes basiques. Ouais. Ça permet, par cette prévention et vigilance, j'allais dire prévigilance, mais non, prévention et vigilance, ce sont 2 points importants, je pense, pour lutter contre le sentiment d'insécurité qui est là, qui est permanent. Mais sans être pour autant en train de leur dire sans arrêt que le monde est dangereux, parce que c'est pas bon pour la confiance en eux, l'estime. Alors là, je m'adresse à Jérôme Palazzolo et après Alexandre Givot, mais c'est vrai, Jérôme Palazzolo, vous voyez l'idée, quoi, très répandue. Mais complètement. Le monde est dangereux, on voit tous les parents complètement affolés. Mais bien sûr, il y a une dynamique qui est bien connue au niveau psychologique, qui s'appelle la dynamique de l'apprentissage social. C'est-à-dire l'apprentissage social, on va avoir tendance à reproduire un comportement qu'on a vu et à apprendre de nos interactions sociales. Et le problème, c'est que si on est élevé, si on vit dans un monde où tout est risque de violence, tout est risque d'agression, on va avoir tendance à se comporter en l'état. Et c'est bien le souci. Donc l'objectif, c'est effectivement de ne pas non plus vivre dans le monde des bisounours, mais à côté de ça, d'être quand même conscient du fait que, comme l'a dit mon collègue à l'instant, il faut rester dans une dynamique de vigilance, mais une vigilance modérée, adaptée, et puis de pouvoir s'adapter à cet environnement qui peut être à la fois violent, mais à la fois très agréable aussi. Hein. Ouais, vous dites, dans votre livre, il y a toute une procédure à suivre, si je puis dire. La pratique, en fond, comment pratiquer le self-défense psychologique, se connaître pour mieux riposter, ça marche aussi. Alors, notre sujet s'intéresse aujourd'hui à la rue, mais même dans l'entreprise, même tout le type de violence qu'on connaît tous, de la maternelle jusqu'au cimetière, si je puis dire. Se connaître pour mieux riposter, ça peut jouer. Effectivement, Alexandre Givot, j'ai presque envie de poser la question, parce qu'il y a une histoire de regard dans tous les arts martiaux. Bon, j'ai fait un tout petit peu de karaté, mais je ne suis pas allée bien loin. Je n'étais pas du tout douée. En revanche, on nous parlait beaucoup du regard et de ce qu'il faut mettre dans le regard, l'intention. Tout est là-dedans. Tout se passe dans l'intention, tout se passe dans la confiance en soi. À partir du moment où on nous donne des outils qui nous permettent de se dire, ok, dans cette situation-là, je vais réussir si je me fais étrangler, on n'est pas là, hein, mais si on se fait étrangler, etc., je sais réagir. On m'attrape par la main, on me saisit, etc. Ça m'est déjà arrivé, je me suis déjà fait étrangler à Grenoble, figurez-vous. Alors comment il faut faire quand on se fait étrangler ? Alors, on a des techniques pour se dégager d'étranglement. C'est des techniques qui sont simples, efficaces. Il faut taper là où je pense avec le bout du pied, c'est ça ? Coup de genou au parti, et on vient dégrafer étranglement. Mais voilà, sans rentrer dans le détail. Ça permet de gagner du temps. Ça permet de mettre la personne un coup de genou dans les parties ou dans les points vitaux. Ça permet d'hurler pendant le temps. Ça permet déjà de ne plus être étranglé déjà. C'est une question de secondes parfois. Ça permet de ne plus être étranglé. Mais effectivement, c'est vrai. Voilà, de savoir qu'on a ces outils, ces clés qui nous permettent de dire, ok, je sais ce qui se passe. Parce que quand on est étranglé, on ne sait pas pour la première fois quand ça nous arrive, on ne sait pas ce qui se passe. On n'a jamais été étranglé avant. Donc, c'est vrai, vous avez raison. Un état de sidération. Voilà, il y a un état. On peut paniquer, on peut être complètement paralysé, on peut courir, on peut attaquer. C'est un des réflexes qu'on peut avoir. Des parades, ouais. Certaines personnes attaquent directement, mais c'est assez rare. Mais la plupart du temps, on est paralysé. Et les arts martiaux et le fait de répéter des techniques et des choses qu'on nous a enseignées, répéter, nous mettre en situation, ça nous permet de savoir ce qui se passe. Je sais ce qui se passe, qu'est-ce que je fais ? J'ai pas fait la technique, c'est pas grave.
j'ai crié peut-être, je ne suis pas resté tétanisé. En fait. Ouais, en fait, c'est ça qui est extraordinaire avec la pratique des arts martiaux. Il paraît que le Krav Maga, l'avantage, c'est que ça va très vite, c'est ce qu'on entend dire. Ça va très vite dans le sens où c'est efficace, c'est-à-dire qu'on va, à l'essentiel. En fait, il n'y a pas de mouvement parasite, on n'est pas, je ne suis pas là pour critiquer les autres arts martiaux ou quoi que ce soit, mais on va à l'essentiel. Ouais. Ça ne sert à rien de... je suis étranglé, on te vole ton sac, qu'est-ce que tu fais? On t'étrangle, qu'est-ce que tu fais? C'est ça en fait. Alors justement, le vol de sac, c'est un... Excusez-moi, c'est un mauvais exemple. Ah bon? Pourquoi? Si je suis attaqué dans la rue et on me vole mon sac, je le laisse mon sac. Oui. Je suis pas en. Ah d'accord. Je suis pas en danger. C'est le sac qui est en danger. C'est ça qui est en danger. Vaut mieux lâcher l'affaire. Voilà, exactement. Autant courir dans l'autre sens finalement. C'est qu'un sac. C'est qu'un téléphone. Ça sert à rien de risquer sa vie pour un téléphone. Eh bien écoutez, je vous propose de nous retrouver pour 1001 autres techniques. Pour revenir à notre sujet, en tout cas, faut-il apprendre à nos enfants à se défendre dans la rue? Voilà, 1 million de lézards par Aston Villa. Et on se retrouve juste après. À tout de suite les amis. Rapporte-moi d'où tu iras, tout ce que tu vois sur nous, des signes d'intelligence rares. D'où sortent ces nuages trop lourds? J'ai toujours dû faire la route des chemins qui en savent long sur notre époque trouble, sans jamais poser de questions. Comme c'est con, 1 million de lézards pour 1 milliard de raisons. 1 million de lézards pour 1 milliard de raisons. 1 million de lézards. Rapporte-moi d'où tu iras, un truc qui fait battre nos cœurs. Allez, va donc voir sur Mars si l'existence est mieux ailleurs. Et si le bonheur tourne à vide de prières en télévision, dans quel chaos se cache-t-il? C'est pour nos filles et nos garçons. La mission. 1 million de lézards pour 1 milliard de raisons. 1 million de lézards pour 1 milliard de raisons. 1 million de lézards. Rapporte-moi d'où tu iras, de prières en télévision, des signes d'intelligence rares. C'est pour nos filles et nos garçons. J'ai toujours dû faire la route des chemins qui en savent long sur notre époque trouble, sans jamais poser de questions. Comme c'est con. 1 million de lézards pour 1 milliard de raisons. 1 million de lézards pour 1 milliard de raisons. 1 million de lézards.
1 million de lézards, faut-il apprendre à nos enfants à s'en méfier, mais à se défendre, surtout dans la rue? Et voilà une question ô combien d'actualité à l'heure où il n'y a pas forcément plus de violence qu'avant, mais en revanche on en parle tellement plus qu'on finit par être un petit peu omnubilé par cela et par tous les dangers que peuvent croiser nos enfants. Si j'ai bien compris la première partie de cette émission, Jérôme Palazzolo est avec nous, médecin, psychiatre, psychothérapeute qui a publié cet ouvrage Petit traité de self-défense psychologique, comment gérer l'agressivité chez Odile Jacob. Robert Martin est un ancien enquêteur de police, il est devenu magnétiseur, en tout cas il a publié son parcours de vie qui est absolument ébouriffant dans Flic guérisseur. En tout cas c'est toujours assez intéressant d'entendre à travers le parcours d'une personne qui a eu une enfance quand même pas tendre. Vous avez pas connu votre papa, vous êtes un peu... Moi, j'ai pas une enfance facile, mais j'ai une enfance de violence. Donc, la violence ne m'a jamais... Elle ne vous a pas tué non plus. Ne m'a pas traumatisé, ne m'a pas tué. Au contraire, m'a permis de réagir et d'être parfois dans la violence, dans mes actions lorsque j'étais fonctionnaire de police. Il fallait répondre à la violence par la violence, ça c'est un autre sujet. Ouais. Mais la violence, il faut la connaître. Il ne faut pas mettre, je pense, nos enfants sous cloche et leur éviter de connaître la violence. Il faut qu'ils soient au courant de leur violence. Mais encore une fois, c'est ce que je vous disais, il faut que l'enfant sache ses propres capacités, se connaître soi. Ce que dit le docteur et le médecin est tout à fait vrai. Il faut se connaître soi, il faut connaître ses propres capacités pour pouvoir après surmonter les peurs. Parce que la peur, de toute façon, enfin je pense sous le contrôle de Jérôme ici, la peur tétanise avant. Ouais. La peur tétanise. À l'heure où, c'est vrai qu'on recevait hier Caroline Goldman dans l'émission Enquête de sens, et qui disait que les enfants, alors ça y a un autre sujet, vous allez me dire, ressentent une insécurité, se sentent de plus en plus en insécurité affective. Alors pour bien des raisons, je vous invite à écouter l'émission consacrée à l'éducation positive hier. Et j'imagine en vous entendant tous les trois que forcément quand on sort dehors, quand on va dans la rue, on se sent encore plus en insécurité. Vous voyez, on redouble de vigilance et de peur néfaste pour le coup. Alors, j'imagine... Alors, Jérôme Palazzolo, d'abord au téléphone, dans votre livre, c'est quand même... quand on évaluer son interlocuteur, ça c'est quand on est un adulte et qu'on se connaît bien et qu'on... Enfin, voilà, j'espère en tout cas qu'à un moment donné, on connaît ses réflexes, on connaît, comme le disait à l'instant notre ami Robert Martin, on connaît... voilà, on sait par où on est passé, donc on sait ce qu'on peut... parfois, ce qu'on est capable ou pas capable de faire, les réactions, on en a eu dans le passé, on sait à peu près comment on va réagir dans telle ou telle situation qu'on peut imaginer. Un enfant ne sait pas, a priori il ne sait pas. Donc c'est vrai que les arts martiaux à ce moment-là sont peut-être une bonne idée pour que l'enfant apprenne à se connaître ses limites par exemple et ses façons de réagir. Jérôme Palazzolo, est-ce que tout n'est pas là au fond dans l'éducation de nos enfants? Et complètement. Et les enfants, l'objectif, c'est effectivement de leur apprendre comment se comporter, de leur apprendre comment se gérer. Et c'est tout aussi l'objectif des arts martiaux. C'est-à-dire que le but de faire des arts martiaux, déjà, le premier point, c'est de dire qu'un combat gagné, c'est un combat qu'on a évité. Ça, c'est déjà le premier point. Ça, c'est intéressant. Quel que soit l'art martial qu'on fait, que ce soit le Krav Maga, le karaté, la self-défense, etc. Donc ça, déjà, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, justement, dans le fait de faire des arts martiaux, c'est déjà de pouvoir canaliser sa violence, pouvoir canaliser ses émotions. Donc c'est aussi un point très important, parce qu'il y a aussi toute une philosophie qui est associée aux arts martiaux. Et enfin, l'objectif, c'est de gagner aussi en confiance en soi. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un comportement animal. Ouais. Si vous avez un chien qui vous aboie dessus, si vous avez peur de lui, il va le sentir et vous avez de fortes chances de vous faire mordre. Maintenant, si vous n'avez pas peur et que vous lui parlez calmement, que vous avez une gestuelle adaptée, que vous avez un comportement adapté, vous pouvez éviter cette agression. Et c'est un peu la même chose parce qu'on fonctionne tous selon des réflexes assez primaires. Et effectivement, dans les arts martiaux, c'est ce qu'on retrouve. Souvent, les spécialistes en arts martiaux ne se battent quasiment jamais.
Alors que des personnes qui vont avoir peur d'être agressées, qui vont avoir peur de prendre un mauvais coup, généralement, c'est toujours ces personnes-là qui vont se faire agresser. Ouais. Donc, il y a quand même toute une dynamique en anticipation. Et vraiment, après, c'est important. Si vraiment on se retrouve dans une situation où on ne peut pas faire autrement, bon, effectivement, comme on disait tout à l'heure, si on se fait voler le sac, on laisse le sac partir. Maintenant, si on craint, si on craint pour sa vie, si on craint pour la vie de sa famille, c'est pas mal de connaître quelques techniques qui vont permettre de se sortir d'un mauvais pas. Ouais, Alexandre Chiva, vous aviez l'air complètement d'accord pour l'histoire en fait, je n'ai plus rien à dire parce que tout a été dit. Effectivement, il a tout à fait raison. On a tout gagné quand on a évité le combat. Et ça, c'est en regardant d'une certaine façon l'agresseur, par exemple. Il y a le fait d'avoir confiance en soi. Effectivement, c'est très très important de pouvoir se promener, de se dire ok, je sais que s'il se passe quelque chose, je pourrais réagir. Et à partir de là, on se déplace pas de la même manière, qu'on n'a pas la même démarche. Comment ? Je ne saurais pas l'expliquer vraiment, mais il y a peut-être une posture. Se tenir droit ? Je ne suis même pas sûr que ce soit une question de se tenir droit ou pas, mais c'est ce qu'on dégage. On va dégager. Alors là, c'est peut-être, on est un peu en dehors on dégage une impression de sécurité, je sais pas. Ça s'apprend, monsieur le magnétiseur ? Là, on est un peu entre les deux, entre la posture et la... Robert, il faut la notion de dégager quelque chose. Il y a quelque chose qui émet de nous, qui transcende, qu'on le veuille ou non. Quelqu'un qui a peur, ça se voit dans son regard, ça se voit dans le tremblement, ça se voit dans l'attitude de se déplacer dans la rue. Quelqu'un qui est sûr de lui, ça va, tout va bien, et il traverse. Il ne se sent pas mal à l'aise dans des endroits forcément forcément un peu dangereux, entre guillemets. Alors, par exemple, je me fais suivre par quelqu'un. Voilà, je suis ma classique, je sens qu'il y a quelqu'un qui me suit. Il faut faire quoi ? Faut accélérer ? C'est le quotidien de beaucoup de femmes de nos jours, malheureusement. Alors, je ne sais pas si c'est plus qu'avant, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on fait ? Ça dépend où vous êtes. Si vous êtes dans un espace public, normalement, vous n'êtes pas censé dans le métro, par exemple, ça arrive très souvent. Mais dans le métro, il y avait, moi, à l'époque, il y avait déjà les frotteurs, vous voyez, toujours les dans le métro, ils existent toujours. La réaction de la femme qui est agressée par un frotteur, il faut le dire. Il faut juste hurler, quoi. Mais ça s'apprend, j'ai l'impression que ça s'apprend en vous écoutant, là. Ça s'apprend. La posture, le bon... Beaucoup de femmes qui se font... Alors, typiquement, le frotteur. Le frotteur, elles sont paralysées. Ouais. La plupart des femmes sont paralysées, ne font absolument rien. Ouais. Elles ont peur. Elles sont endormies presque, anesthésiées, quoi. Exactement. Parce que c'est peut-être la première fois que ça leur arrive, etc. Oui, c'est intéressant ce que vous disiez sur la première fois que ça arrive. C'est pour ça qu'au Krav Maga, par exemple, et dans d'autres méthodes de self-défense, on a ce qu'on appelle la mise en situation. Et à partir du moment où on est déjà confronté, même pour les enfants, ça va être au cours de jeux, etc. Ouais. Mais à partir du moment où on a déjà été confronté, on sait ce qui se passe. Donc à partir de là, on n'est plus surpris. Et une fois que je suis surpris, je suis plus surpris. Il y a les mécanismes qui peuvent se mettre en place. Alors c'est pas des réflexes, c'est des mécanismes. Mais je peux crier, je peux me retourner, je peux mettre un coup de coude, je peux ce genre de choses. Ouais. Et contre les agressions sexuelles aussi, ça peut aider les enfants. C'est intéressant comme. Les arts martiaux en général, mais Krav Maga en particulier. Le Krav Maga, on a énormément de techniques. On m'attrape les mains, on me saisit, on m'étrangle, on me saisit au corps. D'accord. On a des techniques anti-viol, etc. Donc, je crois que je vais me mettre au Krav Maga. C'est sûr. En toute honnêteté, ça devrait être d'utilité publique. Alors après, j'ai vu que monsieur, je ne sais pas comment s'appelle monsieur qu'on a au téléphone. Le monsieur, il s'appelle Alexandre. Jérôme Palazzolo. J'ai vu que vous avez écrit votre livre avec Frank Ropers. Je ne sais pas si. Qu'on a reçu déjà. Vous avez déjà reçu. En tout cas, on a reçu son livre. Je ne sais plus si on l'avait reçu pour finir, qui est tout à fait intéressant, effectivement. Qui est un grand monsieur des arts martiaux et un grand monsieur. Alors, la self-défense, c'est un dérivé, mais le Krav Maga est une vraie méthode de self-défense. Mais effectivement, oui, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des situations où, à partir du moment où on l'a vécu, on aborde les choses de manière différente. Et les enfants, c'est flagrant, en fait. C'est-à-dire qu'on a on a tous les enfants qui s'inscrivent en septembre pour pratiquer un sport, parce qu'il n'y a plus de place au foot, comme je vous le disais. Et on a les enfants qui arrivent en janvier, parce que les parents viennent pour un objectif précis. Et c'est souvent harcèlement scolaire, agression, etc. Alors ça, on va en parler, parce qu'effectivement, alors évidemment, Jérôme Palazzolo, ça c'est votre rayon, si je puis dire, et tout le reste aussi, mais le harcèlement est quand même très psychologique. C'est une agression psychologique à petit feu. Souvent, ça vient petit à petit. C'est un engrenage, en fait. On se sent comme, là, pour le coup, sidéré, emprisonné au bout d'un certain temps.
Là aussi, on peut apprendre à nos enfants à déjouer, même s'ils sont timides, même s'ils sont réservés, même s'ils sont hypersensibles. Je sais pas, j'en oublie plein, mais voilà. On peut y arriver. On peut arriver à enrayer et à bloquer surtout quelqu'un qui veut vous harceler. Et complètement, et c'est l'objectif. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver dans le harcèlement. On va retrouver ça aussi dans les agressions physiques, etc. C'est-à-dire que, en fait, c'est un réflexe. C'est-à-dire que on fonctionne tous de la même manière. Lorsqu'on subit une agression, on a soit le réflexe de se battre, soit le réflexe de fuir, soit la sidération. C'est ce que les anglo-saxons appellent to flight or to fight. C'est-à-dire que c'est vraiment un réflexe basique qu'on a tous. Donc l'objectif, c'est d'essayer, alors que ce soit par les arts martiaux, que ce soit par des stratégies cognitives, etc., d'anticiper au maximum ça. C'est-à-dire pour essayer de ne pas être victime finalement de ses propres émotions. D'accord. C'est-à-dire que finalement, un agresseur quel qu'il soit ne va nous faire du mal, et en particulier au niveau verbal ou même au niveau du harcèlement, il ne va nous faire du mal qu'à partir du moment où on lui laisse cette possibilité de nous faire du mal. C'est-à-dire que quelqu'un qui va vous harceler, si vous ne rentrez pas dans le jeu, et si vous arrivez justement à désamorcer un petit peu cette problématique. Et comme on disait, ça s'apprend aussi chez les enfants. Ben à ce moment-là, on ne lui laisse plus la capacité de nous faire du mal. C'est-à-dire qu'en gros, on peut utiliser l'humour, on peut utiliser au contraire soi-même une agressivité en regard, on peut utiliser plein de techniques. Et c'est pour ça que d'ailleurs, le bouquin, on l'a appelé Petit traité de self-défense psychologique, parce que ce sont les mêmes réflexes, les mêmes éléments que la self-défense physique finalement. C'est arriver à se faire soi des techniques qui sont des techniques de défense, qui sont des techniques anticipées. Et en gros, essayer de s'analyser soi pour s'apaiser, analyser l'agresseur pour voir comment il se situe, que ce soit verbalement, que ce soit même physiquement, et puis en fonction de ça, utiliser la meilleure stratégie et la meilleure technique adaptée, comme en Krav Maga, si quelqu'un vous attaque avec un couteau, si quelqu'un vous attaque avec une matraque, ou si quelqu'un est seul ou à plusieurs, c'est un peu la même chose, que ce soit pour le harcèlement ou l'agressivité verbale. Mais Robert Martin, vous connaissez quand même bien aussi la psychologie, au fond, de l'humain, en général. Imaginez un petit garçon, une petite fille qui est de nature craintive, très renfermée, qui n'ose pas, qui a peur, etc. On peut faire de cette personne quelqu'un de, comment peut-on dire, de solide sur les appuis, allez, disons-le. On peut en faire quelqu'un de serein, qui traverse la vie avec sérénité. On peut le faire, ça. Oui, on peut. Tout à fait. Vous savez, pour rentrer dans la police, il ne faut pas toujours être fort, costaud, et ainsi de suite. Non, c'est pas une obligation. Il faut être sensible, il faut avoir une certaine forme de sensibilité également. Et la sensibilité et la perception de l'autre est importante. Ce que l'on disait tout à l'heure sur déjà se connaître soi-même pour pouvoir se situer et savoir découvrir ses propres envies, ses propres lacunes et ses propres envies, d'aller vers tel endroit ou tel art martial, telle technique de défense. Il y a tout un tas de panels en soi pour pouvoir y remédier. On peut aller chercher au fond de nous-mêmes ce dont on a besoin. Et l'enfant, je pense, le docteur vient de le dire, l'enfant lui-même, il faut lui faire prendre conscience qu'il a des capacités en lui pour dominer la peur, pour vaincre sa peur, pour vaincre sa timidité. Ça peut être l'humour, comme il vient d'être dit. J'ai bien aimé le coup de l'humour. Oui, mais ça peut être l'humour, tout à fait. Faire une grosse blague dans la rue à un type qui vous suit. Oui, voilà. Pourquoi pas, faut oser, mais c'est un apprentissage. Il faut oser. Vous venez de le dire. Il faut oser. Il faut pas se mettre de barrière. Si on ne se met pas de barrière, voilà. Après, bon, dans la réponse, si c'est une réponse physique, il faut se mettre des barrières. Parce que là, on rentre dans un autre cadre, on rentre dans le cadre de la légitime défense qui est complètement différent. Mais il ne faut pas se mettre de barrières. Le combat de rue qu'on connaissait, moi, des combats de rue, j'en ai eu et j'en ai vu et j'ai participé à des combats, des combats de rue, des belles castagnes, des terrasses de café. Mais tout ce qui est à portée de main peut être utilisé pour se défendre. Mais vous aviez peur ? Non. La peur, vous aviez pas peur ? Non. Vous n'avez jamais eu peur ?
Ça vous est arrivé d'avoir peur ou pas? Parfois, oui, quand j'ai un gros bruit qui me fait sursauter. Donc voilà, mais si... Non, vous avez appris, je dis pas que j'ai... Je n'ai pas peur. Enfin, je ne sais pas ce que c'est vraiment la peur. La peur existe, c'est certain. Je ne suis pas un inconscient de la section antiterroriste à la BRI. Lorsqu'on faisait des interventions, il fallait être conscient de ses propres capacités. Donc, on est conscient de ses propres capacités, mais sans peur. Encore une fois, pour moi, la peur tétanise. Ouais. Donc, la peur qui tétanise, ça fige et on ne fait plus rien. On est le lapin dans les phares de la voiture. Ouais. Voilà. Donc, non, il faut passer cette peur. Alors, c'est peut-être dû à mon enfance que vous évoquiez tout à l'heure ou à quelque chose de particulier qui fait que j'ai traversé, moi, les différents combats, les différentes bagarres, parce que combat, ça donne l'impression que c'est réglementé. Non, les différentes bagarres et coups que j'ai pris et que j'ai donnés avec une forme de sérénité, une forme de clairvoyance. Si je vous pose la question aussi, Alexandre Chivot, est-ce que vous recevez parfois des enfants, vous voyez, complètement comme des petits lapins dans les phares d'une voiture? Complètement. Ah ouais. Quand je vous disais, à partir de janvier, on commence à recevoir que les parents se disent, ok, ma fille se fait harceler. C'est possible. Mon gamin a échappé de justesse à un viol dans une porte quand il rentrait chez lui à l'école, à la maison par exemple. Comment vous faites avec ces enfants-là? Exactement comme avec les autres, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas les prendre en particulier, discuter, etc. On fait en fait ce qu'on a appris, c'est-à-dire qu'on leur apprend, on leur enseigne le Krav Maga, et ce qui va leur donner confiance en eux. C'est-à-dire qu'à partir de là, et ces gamins, ils font 1 mois, 2 mois avec nous, à partir de janvier, et ils ne se font plus harceler, par exemple. Ah ouais. Donc on a l'exemple d'une gamine la mère les a inscrits en janvier. En mars, elle se faisait plus harceler. Mais harcèlement à l'école, c'était je te mets limite la tête dans les... Comme dans les séries américaines. La totale. D'accord. Insulte, je te retire ta chaise, je te jette tes affaires, je te renverse tes trucs à la cantine, etc. Plus rien. Au bout de mais il y a une dimension psychologique dans l'apprentissage du Krav Maga, où vous leur apprenez des choses un peu comme dans le livre de notre ami, Jérôme Palazzolo. Nous, ça va dépendre de l'âge. C'est-à-dire qu'on a les enfants qui de 6 à 10 ans. Donc ça, le discours est un peu particulier. On va vraiment s'orienter sur on apprend des techniques de self-défense, on les fait se combattre entre eux, on fait des combats, des genres de choses. Ça leur donne confiance en eux, et à partir de là, on fait rien de plus. Par contre, les ados, on leur parle de l'agression, on leur parle de ce qui peut se passer dans la rue. On les préserve quand même, les petits. Mais parce qu'on ne peut pas leur dire ce qui va se passer. Quand on montre une technique anti-viol, on leur explique pas ce que c'est. On les fait pas s'attaquer au couteau, par exemple. On les fait... Voilà, c'est assez particulier, quoi. Eh bien, angry, justement ce qu'il ne faut pas faire, se mettre en colère, ne pas être plus agressif que l'agresseur. Ça, c'est vraiment le conseil de base, évidemment, les Rolling Stones. À tout de suite. Que nous posons à mes 3 invités aujourd'hui. Jérôme Palazzolo, qui est médecin psychiatre, psychothérapeute, professeur de psychologie clinique et médicale, qui a écrit cet ouvrage passionnant, petit traité de self-défense psychologique. Comment gérer l'agressivité? Alors déjà quand on est adulte, mais ça peut aider évidemment en lisant par exemple votre livre à transmettre un petit peu les quelques pistes que vous proposez à vos lecteurs, cher Jérôme Palazzolo. L'attitude, analyser, à la fois s'analyser, se connaître soi-même, analyser la situation, puis analyser l'agresseur et l'agression. On en parlait juste hors antenne avec mes 2 autres invités qui sont là. Robert Martin, qui a écrit Flic guérisseur, lui qui est ancien enquêteur de police et qui est magnétiseur, chez Mama Édition, je ne l'ai pas précisé, et Alexandre Chivot, qui est président du club Krav Maga à Arcueil et qui donne des cours depuis 8 ans maintenant à des enfants et à des ados, et évidemment qui enseigne cette discipline depuis un peu plus longtemps que cela, depuis 16 ans. Robert Martin, vous disiez que, effectivement, c'est intéressant, vous disiez que il faut effectivement analyser autant, se connaître soi-même, ok, ça on l'a dit. Analyser l'agresseur, là, faut quand même faut être déjà bien sûr de soi, mais surtout analyser l'agression. Vous partagez cette idée tous les deux qu'il faut analyser l'agression. C'est bien d'apprendre à cela, à apprendre à analyser l'agression, visualiser l'agression qui est en cours. Oui, c'est ça. Là, c'est l'enseignement du Krav Maga. Visualisation de l'agression, ça c'est important. Savoir, ça c'est l'enseignement de la plupart des arts martiaux et de la self-défense ou des sports de combat, c'est analyser, savoir quelle est l'attaque pour pouvoir y répondre. Ouais.
Ça, mais c'est un enseignement qui se fait. Alors, ça paraît évident quand vous le dites, mais quand on y est, c'est moins évident. C'est ça un peu qui se joue, Alexandre? Oui, c'est vrai que il faut être confronté. C'est-à-dire que comme on le disait tout à l'heure, le monsieur au téléphone, je ne sais pas le prénom, mais qui était Jérôme. Effectivement, on a ces trois réactions et le plus souvent, on est paralysé, figé, on perd tous ses moyens en plus, c'est-à-dire qu'on va passer d'une situation qui est extrêmement stressante, donc on est paralysé, le souffle court, on n'est plus capable de forcément courir, etc. Donc c'est pour ça que à partir du moment où on est déjà confronté, on sait ce qui est en train de se passer, on perd en stress, le stress diminue, etc. Donc on a un peu plus de moyens physiques de réagir. Et ensuite, on a des réponses qui peuvent être apportées par les techniques. Et si effectivement il y a une technique qui sort, c'est parfait, c'est gagné. Ouais. En fait. Ouais. Et les petits, justement, quel est le genre de mise en situation que vous leur proposez dans les cours? On fait tout. C'est-à-dire qu'on va faire le programme adulte, donc les étranglements, les saisies, les prises de poignet, on fait tout, mais c'est amené sous forme de jeu. D'accord. De jeu. Et je rappelle aussi que entre les enfants mes enfants jouent beaucoup aux jeux vidéo, mais qui restent à la maison à jouer aux jeux vidéo toute la journée, c'est toujours intéressant d'avoir pratiqué une activité sportive déjà, et le Krav Maga et les autres arts martiaux, c'est des disciplines. Donc on discipline les enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcément les mêmes attitudes, ils ont d'autres réflexes, ils sont peut-être plus polis, plus ce genre de choses, et qui vont, je pense aussi, leur apporter beaucoup de choses. Alors il y a quelque chose qui est très intéressant, vous m'y faites penser, merci beaucoup Alexandre. Jérôme Palazzolo, vous parlez du non. Et en fait, ça c'est quelque chose qui n'est pas évident pour tout le monde, de savoir d'abord déjà le non, quoi. Quel est notre rapport au non? C'est intéressant ça, pour dire non à une agression par exemple après. Et complètement, c'est jamais évident. Ça fait partie d'une dynamique en fait qu'on appelle l'affirmation de soi. D'accord. C'est-à-dire que l'affirmation de soi, c'est arriver à faire valoir ses propres droits, mais tout en respectant ceux des autres. Et ça, c'est jamais évident. Donc, c'est-à-dire qu'il faut éviter un comportement passif où justement on va subir l'agressivité de l'autre. Et donc, on ne dit jamais non, mais ça veut dire qu'à un moment donné, on va s'effondrer, hein, c'est pas adapté. Il faut éviter aussi le comportement agressif, où là, on n'est que dans le non et on n'écoute pas la personne qui est en face. Il faut éviter le mix des deux, qui est le passif-agressif, c'est-à-dire qu'on dit rien, et à un moment donné, ça va exploser et c'est pas adapté. Et l'objectif, c'est d'avoir un comportement qu'on appelle affirmé ou un comportement assertif, c'est-à-dire que l'objectif, c'est d'essayer de trouver un compromis. On peut ne pas être d'accord sur un point, mais on va essayer de trouver une dynamique qui nous permet à l'un et à l'autre de sortir relativement satisfait de notre échange. Et pas une concession, par exemple. Une concession, on se retrouve dans quelque chose où on fait ce que l'autre veut. Nuance intéressante, merci beaucoup. Robert, est-ce que ça vous parle, ça technique de police? Oui, j'imagine. C'est exactement ça. Encore une fois, contrairement à ce que disent certains, la police répond généralement par la force à des actes de force. D'accord. À de la violence, répond par la force à des actes de violence, généralement. Mais dans la plupart des cas, c'est plutôt la finesse, quoi. Dans la plupart du temps, mais il y a de nombreuses interpellations. Je ne sais plus le nombre d'interpellations qu'il y a par jour où tout se passe bien, parce que il y a l'affirmation, il y a la possibilité d'être dans le dialogue, d'être dans la discussion, d'être dans la compréhension de l'autre qui dit ok, je suis effectivement, les gendarmes viennent de m'interpeller et j'ai 3 poules dans le... je viens de tuer 3 poules. Enfin, c'est caricatural ce que je dis, mais c'est quasiment ça. Où les policiers viennent de m'interpeller et j'ai des disques, des CD dans la poche. Voilà. Donc, et reconnaître. Pourquoi Après, il est bien évident que la plupart des voleurs, la plupart des agresseurs ne se laissent pas interpeller. C'est ce que j'allais vous dire quand même. La plupart ne se laissent pas interpeller. Et bien là, on utilise... on utilise la force ou la dissuasion en lui disant ne fais pas de bêtises, reste calme et tout va bien se passer. En fait, décidément que l'on soit, vous voyez, c'est intéressant parce que tous les rôles que l'on peut jouer dans la rue, finalement,
tout ce que vous pouvez incarner dans la rue au quotidien. Dans la rue, ça veut dire dehors, ça veut dire à l'école, ça veut dire au travail, ça veut dire voilà, partout. Sur la route aussi, voilà. C'est une question de ce que vous disiez, de posture, d'attitude, de ce qu'on dégage. Et moi, ce que j'apprends, c'est qu'on peut transformer ça, en tout cas le muscler. En fait, c'est ça, Robert. Hein, on peut muscler ce qu'on dégage aussi, on peut le muscler. Simplement sur le fait de s'affirmer et d'être soi. Ouais. De quoi on est capable. Et se connaître soi, c'est le premier acte de défense. Et en reliant tout ça à notre sujet, par exemple, de laisser peut-être un peu plus nos enfants, c'est vrai que c'est un vrai sujet, alors c'est encore frais dans ma tête, c'était l'émission d'hier, pardonnez-moi messieurs, mais laisser un peu plus nos enfants, par exemple, pas se casser la figure, mais un peu s'expérimenter au fond déjà pour renforcer leur estime de soi, parce qu'aujourd'hui on dit qu'on couvre trop nos enfants, qu'on est un peu trop aussi, et ça aide pas ça nos affaires, hein. Ça les aide pas. C'est-à-dire il y a peu d'enfants maintenant qui reçoivent de claques. Ah bah ça c'est un autre sujet. Il fallait venir hier. Oui, non mais et là, alors je dis pas aux auditeurs de battre les enfants, c'est pas ça. Mais le coup, recevoir une première claque, si la première claque c'est sur une agression, mais il va être sidéré, l'enfant. Bah ça, on n'est pas là pour promouvoir la claque non plus. La thématique principale du Krav Maga, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'on fait beaucoup de combats. Parce que on se prend des claques au Krav Maga, on est obligé. On se prend des coups. On se prend des coups. Ouais. On se prend des coups, mais on est protégé. C'est-à-dire qu'en fait, entre prendre un coup. La première fois que je prends un gros coup de poing dans la figure, je l'ai pris, mais en cours, j'en ai pris plein et je sais déjà à quoi m'attendre, en fait. Peut-être une fois, j'étais un petit peu sonné, j'ai un petit peu les sols, donc je sais que celui-là, il va me sonner, donc j'ai quelques secondes pour réagir. Voilà, on peut commencer à quel âge le Krav Maga ? Alors, on a tenté, nous, cette année, 4 ans. 4 ans ? Non. Mais c'est trop jeune. Mais c'est du baby, alors c'est vraiment pour initier, mais en toute honnêteté, c'est comme le baby judo. Hein. C'est 7 ans. L'idéal. Voilà, ça commence à être intéressant parce qu'il s'intéresse aux techniques. Les années, en plus, c'est les années de l'école, les premières années un petit peu de l'école primaire. Quoi, Après, les cours ados, entre guillemets, c'est les cours adultes. Hein. Ouais, d'accord. On leur fait un échauffement, pareil. On leur explique tout pareil. Et les filles sont demandeuses de techniques particulières. Il m'est arrivé ça il m'a attrapé comme ça, etc. Ah ouais. Robert, pardon, je vous ai coupé la chic, du coup. Non, pas du tout. Non, ça rejoint complètement ce que je disais, à savoir savoir encaisser le coup. Ouais. Parce que la plupart des personnes, heureusement d'ailleurs, ce qui prouve qu'on est quand même dans une société civilisée. Tout le monde ne prend pas de coups. Tout le monde ne prend pas. Il est certain qu'en étant flic, on a de grandes chances de prendre des coups. Voilà, ou de donner des coups. Les deux. Mais la plupart des enfants qui se baladent dans la rue, à l'heure actuelle, ne sont pas confrontés à des violences extrêmes et ne savent pas ce que c'est que recevoir une claque ou un coup de poing. Donc, d'où la formation de sport de combat qui leur permettent de déterminer là s'il amorce un crochet, je vais anticiper justement. Donc se connaître, reconnaître l'environnement, reconnaître où on se déplace, où on est et tout ça c'est par une prise de conscience de soi et de l'enseignement des sports de combat. Et plus c'est fait jeune, et mieux c'est... Pardon Alexandre, vous souhaitiez évoquer quelque chose ? Juste parce qu'au fait qu'on apprend à prendre des coups, mais on apprend à en donner aussi. Parce qu'on a beaucoup, et surtout les petites filles, plus que les petits garçons. On l'a pas dit ça, mais, vous avez raison. Les enfants, quand on apprend au tout début, les femmes, les filles et les femmes, on ne tape pas volontairement au visage. C'est bizarre. Nous, on tape au visage. C'est vrai qu'on nous dit quand t'es petit, il ne faut pas taper, il ne faut pas mordre. Et au Krav Maga, on dit on fait beaucoup de sol aussi. Je suis plaqué au sol, comment je fais pour réussir à m'en sortir, etc. Et je dis aux élèves, pourquoi tu mords pas ? Mors. En fait, ça contrevient à ce qu'on apprend à nos enfants, quoi. Vous avez raison, c'est intéressant. C'est exactement l'inverse. Et parce que dans la rue, c'est ma vie. Et je peux mordre, je peux mettre les doigts dans les yeux, je peux arracher l'oreille, je peux tirer les cheveux, je peux tout faire. Parce que c'est une question de survie, en fait. Et c'est ce qu'on n'apprend pas forcément dans les autres arts martiaux, judo, etc. Effectivement, il paraît qu'il faut faire, je crois, 15 ans par exemple de karaté, c'est ça m'avait dissuadé aussi. 15 ans pour à peu près se dépatouiller dans la rue. Alors que le Krav Maga, c'est extrêmement rapide. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit, effectivement. C'est rapide, c'est des mouvements simples. C'est efficace en fait. C'est efficace. Et puis c'est dans la rue, quoi. Et puis il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles. Hein, et dans la rue, il n'y a pas de règles, donc le Krav Maga, c'est pareil. Et on a combien d'exemples de jeunes filles qui ont fait 1 an de Krav Maga, par exemple. Et en boîte de nuit, elles se font emmerder par un gars
qui les attrape, le coup de genou est parti tout seul, alors qu'elle était tétanisée. C'est quand même extra. Elle était paralysée, elle avait rien pu faire, par contre le coup de genou est parti tout seul. Eh bien écoutez, c'est peut-être pas forcément on va finir par un coup de genou. Mais écoutez, merci infiniment les amis. Faut-il apprendre à nos enfants à se défendre dans la rue ? Eh bien oui, mais apprendre surtout à prendre confiance en eux et à la garder toute leur vie, parce que c'est bien pratique et c'est surtout bien utile dans tous les domaines, y compris professionnellement. On l'a bien compris dans votre livre, le petit traité de self-défense psychologique. Merci. Vous reviendrez, je l'espère, comment gérer l'agressivité, Jérôme Palazzolo chez Audi Jacob. Merci Jérôme Palazzolo, merci beaucoup d'avoir été là en ligne avec nous. Robert Martin, merci infiniment. Je rappelle votre livre Flic guérisseur. Vous reviendrez, j'espère, un peu parler de votre parcours chez Mama Édition, avec joie. Et Alexandre Chivot, merci, président du club de Krav Maga d'Arcueil. Merci les amis, bonne soirée à tous.